Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est une première ensemble. Tout à fait. On vient de voir plus souvent. Bon, il faut qu'on parle, pas des sujets qui sont drôles, les défaillances d'entreprises, les faillites. Il y a le cabinet Altares qui sort ce matin, qui tire la sonnette d'alarme, qui nous parle d'une flambée des faillites de PME, d'ETI. Est-ce que c'est grave, docteur? 395 entreprises de plus de 50 salariés ont mis la clé sous la porte depuis le début de l'année. C'est plus que sur l'ensemble de l'année 2019. Alors moi, c'est vrai que je nuancerais et je regarderais également le bulletin de la Banque de France qui est publié chaque mois et qui justement montre les défaillances d'entreprises. Ce qu'il faut regarder, à mon sens, c'est plutôt 2019 avant la crise. Qu'est-ce qu'on voit en 2019 quand vous regardez par rapport aux derniers chiffres que justement publie la Banque de France? C'est que finalement, on est arrivé au même endroit et qu'on est revenu à la situation de 2019. Et que ces faillites qui ont explosé, c'est à peu près 50-60 000 entreprises qui auraient dû faire faillite et qui ont été financées par le quoi qu'il en coûte. Et donc, depuis la fin de ce quoi qu'il en coûte et surtout depuis 2021 et 2022, eh bien, en effet, ces entreprises sont moins aidées et c'est pour ça qu'on a cette explosion. Ces entreprises qui devaient disparaître, eh bien, le font, on va dire, depuis 2022. Donc, je ne dirais pas qu'on est dans une explosion, mais plutôt dans une normalisation, comme nous montrent les chiffres de la Banque de France, voilà, des faillites. Donc, on n'est pas dans une explosion, dans une normalisation des faillites. Tout à fait, des normalisations et on revient à la situation d'avant-crise en 2019. Et l'autre élément, c'est qu'il faut aussi regarder ce que nous montre très bien l'Observatoire. Eh bien, lorsqu'il y a une entreprise qui fait faillite, il y en a plus de 5 qui sont créés. Alors ça aussi, c'est un élément quand même important. Pour nuancer par rapport à ces chiffres, alors on dit... bon. Donc pas d'inquiétude à vous écouter, ça se normalise. Ça se normalise parce qu'on a eu vraiment ce quoi qu'il en coûte qui se termine. Donc normalisation. Par contre, après, il faut regarder un peu plus dans le détail et on voit que les chiffres, les secteurs et surtout que les chiffres sont aussi gonflés par les micro-entreprises qui ont été énormément créées depuis le Covid, notamment dans le secteur des services. Alors ça, il y a deux éléments. Il y a en effet les gens depuis le Covid qui étaient intérimaires, qui avaient un emploi précaire et qui donc de fait, eh bien, ont créé leur entreprise, en tout cas sont devenus indépendants, ou par exemple étaient dans leur entreprise et puis finalement ont préféré créer leur propre micro-entreprise pour après vendre leurs services. Ça, c'est vraiment un phénomène qu'on a eu. Et puis on l'a vu également avec les réformes des retraites, avec toutes les mesures qui ont été mises en œuvre pour essayer d'augmenter le taux d'emploi. Eh bien, vous voyez, notamment chez les seniors et chez les 60-64 ans, vous avez une augmentation du taux d'emploi, bien sûr qui est due à la réforme des retraites, mais aussi, comme c'est des catégories qui ont beaucoup plus de mal à retrouver de l'emploi, eh bien, ils créent leur micro-entreprise. Sur les PME de plus de 50 salariés, là encore une fois, ce chiffre de 400 faillites, autant sur 9 mois cette année que l'ensemble de l'année 2019. Oui. Il n'y a pas quand même quelque chose qui se passe là? Alors il y a quelque chose notamment concernant le secteur industriel. Ce qu'on a vu, c'est normalisation puisque les entreprises ont été aidées qui n'auraient pas eu. Donc ça, on le voit très bien à partir de 2022. Et là, on voit qu'on a une accélération. En effet, on a eu l'aspect taux d'intérêt, donc affaibli sur les côtés financement. Ouais. Et puis bien sûr, production industrielle en berne en Europe. On voit ce qui se passe en Allemagne. Notre premier client et fournisseur. Et donc, conséquence en France. Donc en effet, notre secteur industriel est en berne. Et vous avez donc beaucoup de faillites d'entreprises qui sont dans ces secteurs-là, malheureusement. Bon, et on se dit que ça va empirer en 2025. On est sur une marée haute, ou je disais marée haute ou tsunami, voilà, on est sur l'un ou sur l'autre, ou est-ce que 65 000 faillites prévues cette année selon BPCE, plus 14%. Mais c'est toujours par rapport à quelle année? C'est ça qu'il faut regarder. Par rapport à 2023. Voilà. Moi, je vous dis en référentiel, je pense que c'est intéressant de regarder 2019. Et donc 65 000, si BPCE a raison et qu'on a bien 65 000 défaillances, c'est une année quoi par rapport Alors là, on sera au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en effet, on a dit qu'on avait le rattrapage, voilà, et qu'on a également l'effet taux d'investissement, puisque c'est vrai que cette année, on a eu en flux un taux d'investissement qui a baissé et qui était négatif en termes de contribution à la croissance. Donc l'année prochaine, on aura un rebond, mais entre-temps, on va avoir des entreprises qui vont plus faire faillite. Avec les destructions d'emplois, évidemment. Avec les destructions d'emplois à court. La référence, la mauvaise référence, mais c'est la référence la plus dark, c'est 2008-2009. Oui. Il y avait eu, je crois, 350 000 emplois détruits en France. 000, tout à fait. On devrait être en dessous. Alors, on devrait être en dessous. Après, il faut toujours aussi regarder par rapport à ce qui est prévu en termes de création. C'est toujours ça qui est assez intéressant. Ouais. Et aussi en termes de secteur. Alors, en effet, c'est vraiment le secteur industriel, malheureusement, qui va continuer d'être touché pour les questions qu'on a posées précédemment. Mais par contre, en termes de croissance, puisque nous, on fait également de la prévision et on pense que l'année prochaine, on va avoir une croissance qui sera plus importante que cette année. Et dans les contributions à cette croissance, la croissance du PIB de la France. Vous êtes où? Parce que juste avant, je sais pas si oui, je sais.
théorie. 1,2, donc je suis en effet plus dans le consensus. Et voilà, exactement. Moi, je fais un restaurant là-dessus. Eh bien, écoutez. Un restaurant, avec on sera en avec dessous d'un 2. Avec plaisir. Ah, avec plaisir. Alors, pourquoi bon, voilà, pour l'expliquer, quand on regarde... J'espère que vous aurez raison, évidemment. Bon, on espère. Alors, comment vous arrivez-vous, prévision... alors qu'il y a un plan d'économie, enfin un effort budgétaire de 40 à 60 milliards d'euros qui auront des effets récessifs? Alors, des éléments. Donc, en effet, la contribution. Là, c'est vrai que même cette année, ça reste quand même la première contribution en termes de PIB. Donc, certes, la consommation des ménages, donc, certes, elle a ralenti, mais elle n'est pas en contribution négative. Ouais. Donc, cette consommation des ménages va se réaccélérer sur l'année prochaine. Sur cette année, on va faire quoi? Un point de croissance? 1,1? Un petit peu moins. Autour d'un %? 0,9. 0,9? Ouais. Quelle est la contribution de la consommation sur 0,9? Alors, sur 0,9, on est à un 6, un 8. Moi, je pense que peut-être qu'on sera un petit peu plus... vous voulez dire par rapport au PIB. On est à moins d'un quart. Alors qu'avant, vous étiez quasiment à plus de la moitié. Donc là, en effet, vous avez un ralentissement. Vous avez un ralentissement, mais on n'est pas dans une contribution négative. Voilà. Ça, c'est un élément important. Et l'année prochaine, dans nos prévisions, cette consommation sera un peu plus importante. Donc ça, c'est déjà un élément, on aura une contribution légèrement plus positive. Mais ce qui change complètement tout, et c'est un petit peu, voilà, pourquoi peut-être vous aurez raison ou moi tort, c'est concernant l'investissement. Cette année, on a donc en termes de flux, un investissement qui était très négatif. Moins 3%, et qui était vraiment très négatif en termes de PIB. On l'a vu en France, comme partout dans la zone euro. Donc vraiment, 2024, très mauvais pour l'investissement productif. Vous tablez sur un rebond. À cause des taux d'intérêt. Et donc là, en effet, je tape sur un rebond. Alors pourquoi? Parce que bien sûr, on attend baisse des taux d'intérêt jeudi et autres. On attend également que l'Allemagne, certes, ne va pas avoir une grande croissance et sortir de la récession, mais en tout cas, ne sera pas dans les difficultés qu'elle a connues. L'Allemagne, c'est le premier client et fournisseur de la France, donc ça a quand même un impact. Et puis aussi, bien sûr, le commerce extérieur. Alors, en même temps, on n'est pas une grande puissance exportatrice, vous avez raison, problème industriel, mais tout de même, il y a une reprise au niveau mondial du commerce extérieur, et ça aura aussi une légère contribution à la croissance pour nous. Donc ça fait qu'on pourra avoir cette prévision qui serait plus positive. Et donc l'impact sur les défaillances d'entreprises qui vont se normaliser, mais qui ne vont pas encore plus exploser l'année prochaine. On va plutôt être dans la fin d'une normalisation, notamment sur les micros. On verra qui réglera le restaurant, mais on se sera revu d'ici là. Avec plaisir. Est-ce que la barque est trop chargée en impôts sur le budget 2025? Parce qu'on a le Haut Conseil aux finances publiques qui dit, on l'a traité hier, mais je voulais votre point de vue aujourd'hui, qu'on n'est pas sur 20 milliards d'euros de hausse d'impôts, mais sur 30 milliards aux 3/4 payés par les entreprises. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans les projections, même si on attendait ce qui allait se faire et vraiment être on peut faire confiance au Conseil. Complètement. Là, une fiabilité totale. Ouais. Est-ce que la barque est trop chargée en impôts? Alors, en tout cas, elle est très chargée, et en effet sur les entreprises, mais moi, ma difficulté, c'est plutôt en termes de temps et de choc. C'est vrai que on peut parler de choc fiscal. Est-ce qu'à 30 milliards, on peut employer le mot choc fiscal? On l'avait employé à l'époque au moment de François Hollande. Oui, c'est vrai. Est-ce que là, on peut employer aussi le mot de choc fiscal? Alors, à mon sens, on peut l'employer en termes de volume, mais c'est surtout en termes de temporalité. Là, ce qui est compliqué, 30 milliards, d'accord, c'est beaucoup d'économies, mais il faut rappeler, on est quand même... d'économies d'impôts. D'impôts, mais en tout cas, en termes budgétaires, c'est quand même pas... on pourrait faire plus, à mon sens. Moi, ce qui me chagrine, notamment pour les contributions à la croissance, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps où on met ces impôts est très court. C'est dès l'année prochaine, il va falloir payer plus pour ces entreprises-là. Et c'est surtout dans un contexte où, je vous disais, on repart, mais on repart d'une manière, la croissance revient, mais c'est quand même assez timide. Donc, à mon sens, c'est vrai que c'était peut-être pas en termes de situation macroéconomique le meilleur moment pour avoir ce fameux choc fiscal. Il aurait peut-être dû falloir attendre, mais on ne peut pas, on le sait, pour les problèmes de finances publiques, mais s'il y a vraiment eu une bonne gestion des finances publiques, 2026-2027, qu'on ait une situation consolidée et que donc, de fait, on puisse étaler si on devait faire des augmentations d'impôts sur les entreprises. Anne-Sophie Alsif, est-ce qu'il y a vraiment un problème de finances publiques quand on voit, que la dette se finance toujours aussi facilement, mais d'un point de vue des marchés. Là, encore une fois, je peux crier avec tout le monde, mais la dette française se finance toujours aussi facilement sur les marchés. On est à 3% aujourd'hui sur le 10 ans français, on est 50 points de base plus bas qu'il y a un an. Pourquoi on s'impose un choc fiscal aussi brutal, alors que la France est toujours aujourd'hui une très bonne signature et se finance toujours facilement?
Alors, 2 éléments. Pourquoi on se finance facilement, parce qu'on est dans la zone euro, que nous avons la même monnaie avec d'autres pays qui ont aussi une bonne signature. Et donc, il faut dire aussi qu'on profite de cette zone euro. C'est le parapluie, allemand moins en ce moment, parce que c'est vrai qu'ils ont aussi d'autres difficultés. Mais en tout cas, c'est le parapluie de la zone euro. Ouais. Puis l'autre élément, on l'a très bien dit, depuis 2010, il y a des instruments qui ont été mis en œuvre. Et on a le mécanisme européen de stabilité, on a la Banque centrale européenne. Donc, on a des mécanismes, justement, qui veillent de protection qu'on n'avait pas le jour en 2010. Où ça tourne au vinaigre. Donc, pas du tout le scénario de faillite, on est la Grèce, etc. Ça, c'est vraiment faux et il faut vraiment être très clair là-dessus. Par contre, comme je l'ai dit, on est certes dans un club très sympa qui s'appelle la zone euro, mais dans un club, il y a des règles. Et on profite, ou en tout cas, avec cette ouverture de la zone euro. Non, parce que moi, j'aime pas du tout dire ça, parce que, à mon sens, le but des fondateurs, et on le dit pas assez, de l'Europe, c'est de dire on aide un pays quand il va pas bien. Bon, regardez l'Espagne, les PIGS, vous vous souvenez, j'imagine. Vous vous rendez compte que les PIGS, c'était le Portugal, l'Irlande, Grèce, l'Espagne, exactement. Pardon, le nouveau PIG, c'est pas un peu la France ? Alors non, je ne pense pas qu'on puisse comparer tout de même, et déjà de stigmatiser un pays, déjà ça ne va pas, déjà. Et surtout ce qu'il faut voir, c'est que c'est quoi le but normalement de l'Europe ? C'est en effet, un pays va un peu moins bien, on l'aide, quand demain il va mieux, c'est un autre pays qu'on aide. Donc stigmatiser son voisin... La France n'a jamais respecté... Alors stigmatiser, oui, mais on n'est pas les seuls à être en procédure de déficit excessif, vous avez la Belgique, vous avez l'Italie, vous avez d'autres pays. Et voilà, l'Italie, c'est un petit peu, souvent on dit, bon ça va, il y a l'Italie, bon même s'ils sont, eux, sont en excédent primaire que nous, mais en tout cas, il y a d'autres pays. Quand on regardait les recettes et les dépenses, mais il faut retirer la charge de la dette. Exactement. Donc c'est intéressant parce que c'est un très bon indicateur pour voir si le pays est bien géré. Et c'est vrai que l'Italie, ils ont un fardeau énorme de la dette, mais sinon, en fait, ils ont une économie qui est plutôt assez bien gérée. C'est ce qui nous pend d'ailleurs. Alors nous, on est en déficit primaire aussi. Non, mais de devenir une espèce d'Italie où finalement... Non. Là, je pense que là aussi, il faut regarder un petit peu les chiffres et dans quelle situation. Vous dites, on a le parapluie de la zone euro, donc ça nous protège. Par contre, en effet, pourquoi on s'impose ce choc fiscal ? Parce qu'on est dans un club et que normalement, on doit respecter... On a raison de le faire, de s'imposer ce choc fiscal ? Je pense qu'on a raison, mais que le temps est trop court et qu'on devrait avoir une perspective plus étalée dans le temps pour justement éviter d'avoir des effets récessifs sur la reprise qui, je vous le dis, va avoir lieu l'année prochaine, mais reste quand même faible. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc on est obligé de le faire parce qu'on est dans cette procédure de déficit excessif, qu'on a nos partenaires européens. Et donc cette première marche, elle est haute. Il y a une théorie là-dessus qu'il faut faire souvent... je ne sais pas comment elle s'appelle, cette théorie qui dit qu'il faut la première année, quand on veut remettre les comptes à flot et enrayer des comptes publics dégradés, il faut que la première année montrer, faire un gros effort, quitte à en faire un peu moins après. Bon, après, ça dépend de notre situation initiale. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'oxa à être dans cette situation et mettre ça en place. Le problème de la France, c'est qu'en effet, on a quand même là un dérapage très important et surtout, la difficulté, c'est que... De mémoire, c'est le front load. Ça s'appelle ça le front load, je crois. Ça fait que dès le début, voilà... Et c'est ce qui peut d'ailleurs rassurer, c'est la question que je voulais vous poser aussi, c'est est-ce que ce discours volontariste de Michel Barnier, même si au final la copie qui passera par le Parlement sera peut-être très différente de ce qui nous a été présenté là, ne serait-ce que parce que déjà le Conseil aux finances publiques déjà nous dit que ce n'est pas tout à fait le cas, est-ce qu'au moins ce discours-là sonne juste aux oreilles des marchés aussi ? C'est aussi pour rassurer les marchés ? C'est pour rassurer, mais... Avoir un discours volontariste. À mon sens, on l'a vu avec ce que disait Fitch, dans sa perspective sur la France, c'est beaucoup plus le plan et la trajectoire. Fitch qui n'y croit pas. Fitch qui n'y croit pas. Bon, ils n'ont pas dégradé mes perspectives négatives à cause de la dette, puisqu'ils ont un modèle qui se base sur l'endettement. Donc là, quand vous avez une très forte dégradation, c'est tout à fait normal qu'ils aient ce comportement. Je pense que ce qu'attendent les marchés et pourquoi on a eu à un moment des spreads qui étaient un petit peu tendus, c'est qu'on n'avait pas de plan. C'est ça le pire. Et alors, c'est vrai que moi aussi, je n'y crois pas. D'arriver à 3% en 2029, je n'y crois pas dans les hypothèses de croissance. Je pense qu'ils sont encore trop optimistes et qu'on n'y arrivera pas. Mais l'important, c'est d'avoir un plan massif de désendettement sur le moyen long terme qui ne soit pas récessif. C'est ça qu'attendent les marchés. Parce que vous dites pourquoi finalement la dette française se finance bien. Le problème, c'est que là aussi, on bénéficie aussi d'un contexte international. Bien sûr qu'on a plein de problèmes de finances publiques, plein de problèmes de financement, plein de problèmes de tout ordre, mais il y a beaucoup de stocks de liquidités à placer. Et quand vous regardez au niveau mondial, finalement, on ne s'en sort pas si mal que ça. Donc, on reste encore attractif malgré tout. Là encore, il faut toujours être en relatif et regarder par rapport aux autres. Et à mon sens, c'est ça un peu la difficulté, c'est que là, on a vraiment eu un dérapage. En fait, on fait un choc
très important, on l'a dit, sur les entreprises en un temps très réduit. Et ça pourrait être récessif et obérer notre prise qu'on attend. Et c'est ça, à mon sens, qui est problématique, au lieu d'avoir peut-être un plan qui était moins important en termes de choc fiscal, mais qui s'étalait plus dans le temps et qui était surtout juste concernant les prévisions de croissance et les prévisions d'arriver à un déficit de 3%. Les marchés financiers, qu'on arrive à 3% en 2029 ou en 2030, franchement, je pense que c'est pas ça le plus important. Il n'y a pas d'inquiétude sur les marchés, sur la dette française aujourd'hui. Oui, parce qu'encore une fois, je vous le dis, on n'a pas les mêmes instruments qu'on avait encore en 2010. Donc les marchés savent. C'est pas grâce à nous, c'est pas nous qui les rassurons, c'est les mécanismes de protection qui existent. Les mécanismes, la conjoncture internationale, euro. Et puis tout de même, la signature française, on disait, on comparait à la Grèce, qui s'effrite un petit peu. Comme vous le savez, on s'est levé l'impôt. On lève bien les impôts. En fait. Moi, à mon sens, elle s'est beaucoup effritée dans la crédibilité, la sincérité de ce budget. On est quand même la deuxième économie européenne. Là, c'est vrai que ce qui s'est passé ces dernières semaines, d'arriver avec des chiffres comme ça, comme si on découvrait l'eau chaude, c'est quand même pas sérieux. Moody's va rendre son verdict. Anne-Sophie Elsif, fin octobre, possible dégradation. S&P en novembre. Et on dit quoi? On dit qu'on s'en fiche parce que finalement les marchés, dans les faits, ont déjà dégradé la France? Non, on s'en fiche jamais. C'est quand même très bien regardé par le ministère de l'économie. C'est jamais bon d'être dégradé. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, c'est vrai de vous dire, parce qu'on va être dégradé, le lendemain, le spread va s'envoler, on va payer plus par la charte de la dette. Parce que le Portugal et l'Espagne sont moins bien notés que nous, ils se financent moins cher. Donc à la rigueur, les notes, on se dit que ça ne veut plus rien dire. Voilà, c'est vrai. Donc surtout depuis la crise financière, dans les faits, on dit c'est dommage, mais c'est vrai que finalement, comme il y a peu d'impact... Les marchés ont fait le job déjà. Exactement. Bon, on se dit... Mais quand même, on regarde ça, parce que là aussi, ce qui est intéressant dans ce genre de notes, c'est toujours les perspectives. Et à mon sens, plus que ce débat qu'on a eu un petit peu outrancier ces dernières semaines sur le budget, où on était là en train d'essayer de faire des coupes, trouver des impôts absolument partout, à mon sens, c'est ça la grande problématique de la France, vous l'avez dit avant, c'est qu'on n'a pas de trajectoire et on n'a pas de plan. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on compte une dépense d'investissement dans l'éducation nationale pareil qu'un chèque que vous allez donner pour payer de l'énergie ou pour mettre de l'essence dans votre voiture. C'est ça les sujets de fond. Les sujets, et on vous l'avez très bien dit, qui ne sont absolument pas traités. Donc, ce n'est pas une question de faire de la dépense et de la dépense. On sait qu'on fera la dépense. Il y aura de plus en plus de risques et de crises climatiques. Il y aura peut-être d'autres Covid, etc. Donc ça, on le sait. La question, c'est de la dépense, pourquoi? Et aujourd'hui, le problème de notre dépense, c'est qu'elle n'est pas du tout productive. C'est ça le sujet. Anne-Sophie Elsif, le jour où on se retape un Covid ou une nouvelle crise quelque part, on a des déficits publics à 6 ou 7% du PIB. C'est pour ça qu'on ne veut pas rester dans cette situation, parce que on peut pas. Et puis l'autre élément, je le rappelle quand même, le quoi qu'il en coûte, normalement, c'est temporaire. Donc quand la situation macroéconomique... C'est la moitié de la facture de l'endettement de la France. Un peu moins. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est chèque énergie, et puis après, tout ce qui a été fait sur le pouvoir d'achat. Donc exactement. Et si on met d'ailleurs crise Covid, crise inflationniste, dans l'emballement de la dette sur 3 ans, plus de la moitié est due à la crise inflationniste. Un peu plus de la moitié. Après, ça dépend toujours de qu'est-ce que vous mettez dans la crise inflationniste. Donc, on va dire les chèques, les boucliers de protection. Oui, mais par exemple, ce que vous avez fait aussi d'aide des entreprises, on va dire, vous les avez maintenus pour certaines entreprises, notamment donc, il y avait beaucoup d'augmentation de leur coût des biocarburants. Est-ce que ça, c'est une aide de compétitivité? On les met. Vous le mettez, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est plus de la moitié. Donc, c'est tout à fait énorme. Le problème, c'est que cette dépense, elle était tout à fait nécessaire. Elle a permis de garder du pouvoir d'achat et de ne pas être en récession comme d'autres pays. Donc, c'était important de le faire. Mais elle ne crée pas de valeur ajoutée. Si on avait 2-3% de croissance, vous l'avez dit précédemment, on n'aurait pas tous ces débats. Et c'est par là que ça viendra le salut, parce qu'on sait très bien, et on le voit, les difficultés, on ne claque pas des doigts pour de la croissance. On ne claque pas des doigts pour la croissance. C'est pour ça qu'il faut avoir de bons investissements. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on coupe. On met un petit peu tout, à mon sens, dans le même panier. On va couper autant sur le bonus écologique. Au mauvais endroit pour vous. En tout cas, il n'y a pas... moi, si vous voulez, je suis très partisane du plan, de la planification économique. Je suis une grande fan de Jean Monnet. Et je trouve qu'à l'époque, vous aviez vraiment, et d'ailleurs c'est ce que font la Chine, les États-Unis, un plan à moyen long terme en disant, voilà, notre industrie, dans 20 ans, dans tel ou tel secteur, on sera là. Voilà, dans l'éducation, voilà où on veut être. Vous avez des pays comme la Corée du Sud qui ont investi massivement dans l'éducation. C'est pas le gouvernement américain qui a dit à Elon Musk de monter Tesla non plus. Non, mais à la base, dans ce secteur-là, il y a eu énormément d'argent public qui a été mis pour financer ça. Pareil pour la Silicon Valley, c'est de l'argent public à la base. Donc c'est une orientation qui était stratégique. Donc ça, vous pouvez le faire. Et nous, en France, en Europe, on n'a pas ces plans-là. Donc de fait, on se retrouve toujours dans le court-termisme. Il ne fallait pas couper où? Vous me disiez il y a de la bonne dépense publique, de la mauvaise. Alors moi, je pense que tout ce qui est écologie, transition écologique, notamment raboter les bonus dans un contexte, vous voyez,
voyez le salon de l'auto, c'est pas beaucoup, mais le signal, c'est vrai, l'idée c'est quand même d'aider les constructeurs européens dans un contexte où on est quand même très concurrencé par la Chine. Oui. Est-ce que c'était vraiment le mieux, même pour des questions écologiques et autres? Bon, bien sûr, après c'est aussi beaucoup d'argent public, donc on peut se le poser. Donc de mettre ces rabots-là sur le même plan que, en effet, d'augmentation du prix de l'électricité ou de raboter ou d'augmenter tel ou tel impôt, c'est ça que je trouve compliqué. Il n'y a pas de discernement et surtout il n'y a pas de plan. Moi j'ai été très frappée, hein, même dans les programmes quand on a eu la campagne législative, j'ai vu dans très peu de programmes le mot innovation, le mot recherche, le mot investissement long terme. Tout le monde parle de réindustrialisation, etc., ça fait bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a qui est mis en œuvre? Et c'est vrai que c'est très important parce que, je pense que vous en avez parlé, le fameux rapport Draghi, c'est vraiment là-dessus qu'il met le focus. Ouais. Il met le focus sur le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis, sur ces questions technologiques. Alors l'avantage de la technologie, on se dit, c'est demain. Donc c'est très loin. C'est beaucoup moins attractif de vous donner un chèque et de pouvoir aller, en effet, à la station-service. Le problème, c'est que les États-Unis, comme la Chine, eux, commencent à porter les fruits et récolter les fruits de ces politiques-là. Ouais. Aux États-Unis, parce qu'on peut plus se comparer par rapport à eux, quels que soient les gouvernements, Obama, Biden, Trump, vous allez me dire pourtant rien à voir, vous voyez que tout ce qui a été mis en place, même par exemple sur les énergies renouvelables, sur l'auto, sur la politique industrielle, c'est sanctuarisé. Personne n'y touche. Vous avez parlé, en effet, du spatial, vous avez parlé de l'aérien. Donc, c'est vraiment une politique nationale où on a un plan à moyen terme. Et malheureusement, on n'a pas du tout ça en France. Et donc, comme on n'a pas de croissance, on se bat à faire des économies de chandelle pour essayer de boucler le budget. Anne-Sophie Alcis, dernière question. Demain, on recevra Jean-Claude Trichet parce qu'il y a la BCE qui se réunit jeudi. Est-ce que ça ne va pas nous aider, nous, c'est la France qui va plus gros émetteur de dette l'année prochaine, plus de 300 milliards d'euros, une nouvelle baisse d'un quart de point, d'autres devraient suivre après en décembre. Est-ce que c'est comme une bonne nouvelle pour l'économie française et on reboucle nos comptes publics l'année prochaine? Alors oui, c'est une bonne nouvelle pour l'investissement, hein, puisqu'on l'a dit, c'était vraiment une contribution négative cette année, donc ça va permettre, à mon sens, d'appuyer le rebond. Donc oui, ça c'est une bonne nouvelle pour le financement. Après, attention, hein, ça va être des baisses qui vont être très faibles, on l'a dit, qui vont être graduées, et ce n'est pas ça qui, demain, vont vraiment révolutionner dès l'année prochaine le financement des entreprises, notamment des fameuses ETI, PME qui sont en difficulté. Donc c'est un bon signal, et à mon sens, ça va permettre de booster l'investissement, qui était vraiment en berne. Par contre, ça ne va pas vraiment régler les problèmes de financement des entreprises qui sont en difficulté. Allez, merci beaucoup pour cet entretien. Anne-Sophie Alcis, chef économiste de BDO France, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt.